l'eau, quand elle se réchauffe, elle est moins dense, donc elle prend plus de volume, quoi. Et donc effectivement, il y a une partie de... Et puis à ça s'est ajouté en fait un autre phénomène qui maintenant est en train de monter en puissance, c'est la fonte des glaciers terrestres et des calottes glaciaires. Alors dans un premier temps, c'est de la glace de l'eau de mer, hein, mais bon, l'eau de mer, elle peut pas prendre en glace si donc elle a libéré son sel. Et en fait, en libérant son sel, voilà, c'est la pompe en fait de ce qu'on appelle la circulation thermohaline, c'est-à-dire ce qui assure le mouvement des océans, en fait, l'interconnexion et le déplacement en fait de masse énergétique qui nous apporte ici en Bretagne le Gulf Stream, qui est altéré. Parce qu'évidemment, si on se retrouve avec plus d'eau libre, automatiquement la salinité va diminuer. Et donc, en fait, la pompe, le tapis roulant qui est la circulation thermohaline va s'arrêter. Et de fait, il y a un certain nombre de manifestations climatiques qui se passent en fait cette année, par exemple, qui font penser effectivement au type de conséquences que les physiciens qui ont mis en évidence ce phénomène avaient déjà un peu anticipé. Alors effectivement, quand on regarde les anomalies de température, qui est l'indicateur qu'il faut regarder quand on parle de réchauffement, on voit effectivement qu'on est passé dans une phase faite depuis 1880 qui était plutôt, le nombre d'anomalies était plutôt, enfin c'était plutôt des anomalies de refroidissement. Depuis effectivement 1960, on est passé clairement au-dessus. Et effectivement, il y a un certain nombre de gens qui disent voilà, il y a eu une inflexion là, depuis 2007-2008, c'est peut-être bon signe. Enfin, de toute façon, même si on est dans cette cyclicité-là, de toute façon, on peut constater, quand on regarde, on sait aujourd'hui qu'il y a des facteurs anthropiques. On sait aujourd'hui, et je vais vous montrer les chiffres, que les émissions continuent à progresser. Donc de toute façon, il ne faut pas se leurrer. C'est comme tous les phénomènes biophysiques, j'ai envie de dire, c'est soumis à certaines cyclicités. Il y a des grands niveaux d'incertitude, mais une fois que la machine est lancée, je veux dire, l'issue est inéluctable. Donc ça va continuer à monter en puissance progressivement, parce que finalement, au bout du compte, on est en train d'enfermer des quantités considérables d'énergie dans un système clos qui est l'atmosphère. Donc le niveau des mers, on a des instruments, et notamment grâce au fait que les Américains et le président Kennedy a décidé d'envoyer un homme sur la Lune, ça a permis de développer les satellites, et les États-Unis, les Russes et les Français, en étant en reste, on a des satellites, et ces satellites, on les utilise aussi de plus en plus pour faire le suivi de l'environnement, et on a notamment embarqué sur maintenant plusieurs satellites des capteurs, en fait, ce qu'on appelle des altimètres. Donc qui nous permettent en fait de suivre le niveau des océans et d'en faire une cartographie précise. Alors quand on compare en fait les données, comme vous voyez sur le graphique là, de la SNERO sur la droite, vous voyez en fait le trait rouge, en fait c'est les données satellites donc mesurées avec le capteur qui est embarqué sur Topex Poséidon, qui est une mission franco-américaine pour observer justement la hauteur de la mer. Et on voit bien qu'effectivement, par rapport aux données modélisées, c'est parfaitement en ligne. Donc, il n'y a pas de doute. Alors, quand on regarde la carte du monde, évidemment, c'est pas homogène. Il y a des zones où l'eau monte, parce qu'il y a la force Coriolis. Donc, c'est un petit peu comme l'eau des toilettes quand on tire la chasse d'eau. Tourbillon. Voilà, ça fait un mouvement. Donc effectivement, le niveau de la mer, il est toujours plus élevé, on va dire, sur les côtes ouest, les côtes est, pardon. C'est-à-dire la façade ouest des océans. Et donc ici, effectivement, en Bretagne, on est à l'aise dans l'océan, donc on a plutôt un effet, on est du mauvais côté de la chasse d'eau, on va dire. Amplifié. Alors les causes-conséquences, je ne veux pas m'étendre, mais j'ai parlé de l'expansion thermique des océans, fonte générale des glaciers terrestres, et puis bon, là, en fait, fondamentalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on met plus d'énergie, on emprisonne plus d'énergie, parce que c'est ce qu'on fait en mettant une couche de gaz à effet de serre, on emprisonne de l'énergie en fait de réflectance, des infrarouges, donc on met plus d'énergie dans un système fermé. Alors ça veut dire en fait une altération profonde du cycle de l'eau,
on vient de le voir, hein, l'expansion thermique des océans, au fond des glaciers, etc., etc. Donc ça veut dire plus de précipitations nécessairement, puisqu'on a une plus grande quantité d'énergie. Donc la nature ayant horreur du vide, il y a des déplacements d'air qui sont évidemment beaucoup plus violents, les dépressions sont plus violentes, parce qu'il y a plus d'énergie emprisonnée dans l'atmosphère. Donc ça veut dire plus de précipitations en tempête, avec aussi des épisodes de sécheresse plus importants. Et ça, on n'y échappe pas, il n'y a aucune région du monde qui échappera à ces... Alors ça sera modulé, comme je disais tout à l'heure, par l'océan, mais ici, on n'est pas à l'abri des impacts. Alors les responsabilités historiques, c'est important de les rappeler, hein, parce que les ordres de magnitude sont quand même importants. Il faut savoir qu'il y a plus de 60% des gaz qui sont en suspension au bout de l'atmosphère dans la mésosphère, qui ont été en fait émis depuis les pays du G8. Hein, quand on dit effectivement les Chinois et les terrains, mais enfin bon, finalement, globalement, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont responsables que de moins de 8%. Donc en fait, il y a une vraie problématique, c'est pour ça que la négociation climat, une des difficultés, c'est de mettre tout le monde d'accord sur le fait que il faut tous s'y mettre. Alors les pays du Sud, et notamment les émergents, commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas en rester en dehors de l'accord, mais ils souhaitaient, ils mettaient un point d'honneur à ce que soit acquis le principe de la responsabilité historique des pays du Nord. Les évolutions récentes, alors là, effectivement, ce qu'on a vu avec la globalisation et aussi les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui ont été consentis dans l'espace de l'Union européenne, qui a été le bon élève international sur le climat, en fait, on a délocalisé, vers la Chine nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, du coup, la Chine est devenue le pays le plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde. Et de façon extrêmement rapide, puisqu'ils sont passés de 1950 de 21 milliards de tonnes à aujourd'hui, non, c'était 21 millions, ils sont passés à 1,7 milliard. Donc plus que les États-Unis. Quand on regarde les évolutions de l'empreinte carbone individuelle depuis 1990 jusqu'à, en gros maintenant, enfin les dernières données disponibles, on voit qu'effectivement les choses sont très contrastées d'un pays à l'autre. Alors j'en ai entouré quelques-uns là Alors on voit la France déjà, en fait, n'a réussi qu'à réduire son empreinte écologique que de 7 tonnes à 6 tonnes, on va dire, pour simplifier. Donc on a en fait, malgré tous les efforts qui ont été faits, et notamment, il faut tenir en compte ce que disait un peu entre les lignes le professeur Faust, c'est-à-dire qu'en fait, en 90, la France avait déjà réalisé l'essentiel de son effort de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, pas en le cherchant, mais parce qu'il souhaitait être indépendant de façon énergétique. Et en fait, on est tombé à 7 tonnes, j'ai envie de dire, grâce au nucléaire, ou à cause du nucléaire. D'accord. Mais depuis, on ne fait pas vraiment de progrès, quoi. C'est ça l'important. Les États-Unis, finalement, ils sont, dont on critique souvent le manque de réactivité et le manque d'action, finalement, ils font presque mieux. D'accord. Les Chinois, après avoir eu une flambée, finalement, ils sont retombés en dessous de leur niveau de 90. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a une politique volontariste qu'on trouve nulle part ailleurs au monde en Chine pour développer notamment les renouvelables. Malgré le fait qu'ils sont en train d'exploiter du charbon et d'utiliser massivement pour la production d'énergie, quand on regarde les chiffres, le chinois moyen émet moins de gaz à effet de serre qu'en 1990. Et ça, c'est le résultat. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays au monde qui fait plus d'efforts en matière de transition énergétique que la Chine. Bon, l'Inde laisse filer. C'est un pays qui est dans des circonstances à peu près analogues. Laisse filer, et là, elle part sur un modèle basé sur des énergies fossiles, non planifiées, complètement anarchique, une urbanisation absolument incontrôlée et délirante. Et donc le résultat, c'est effectivement une multiplication par plus que 2 dans la période de leurs émissions de gaz à effet de serre. Je ne parle pas du Qatar, mais aujourd'hui, ils ont compris qu'effectivement, ils doivent changer d'orientation, mais ils ont quand même bien utilisé le pétrole,
et enfin bien utilisé, ils ont beaucoup utilisé le pétrole pour se construire une artificialité, notamment dans les secteurs urbains, qui s'est payé très lourd d'un point de vue de l'empreinte carbone. Alors en France, eh bien, quand on regarde en fait, alors en bleu, vous voyez en fait le profil sectoriel, donc quels secteurs sont responsables de quel pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc les transports, c'est 25%, le résidentiel, c'est 20% en gros, l'industrie manufacturière, c'est 22%, la transformation d'énergie, c'est en gros 13%, l'agriculture, c'est en gros de 20%, et puis les autres transports, c'est en gros 2%. Et quand on regarde en vert l'évolution, c'est-à-dire entre 90 et 2007, de leur niveau d'émission de gaz à effet de serre, on se rend compte que ceux qui ont fait le plus gros effort,